Capturée dans son enfance, elle avait 12 ans, en Afrique de l'Ouest. Elle ne savait pas qu'elle allait devenir, elle était loin de douter qu'elle allait contribuer à la fin de l'esclavage au Québec au début des années 1800. Charlotte et la fin de l'esclavage. Pourquoi cette particularité dans le titre? Pourquoi pas au Canada tout court? Oui, donc Charlotte et la fin de l'esclavage au Québec, parce que la fuite de Charlotte en 1798 épelle la fin ou du moins le début de la fin de l'esclavage ici au Québec. Ce qui est particulier, c'est qu'au Canada, la date officielle de l'abolition de l'esclavage, c'est le 1er août 1834. Parce qu'on fait partie de l'Empire britannique à ce moment-là, et c'est notre date officielle de l'abolition de l'esclavage, mais selon les provinces, ça a commencé à disparaître avant ça. Dans Nouvelle-Écosse, il y a 2 juges qui s'appelaient Strange et Blowers, qui, à la fin des années 1790, refusaient de condamner les personnes en esclavage et en fait compliquaient la vie des dits propriétaires. Je mets des guillemets à propriétaires, là, parce que ce sont des constructions. Ici, c'est grâce à Charlotte et notamment au juge James Monk qui a refusé de la punir, on y reviendra plus tard. En Ontario, le Haut-Canada à l'époque, c'est en raison d'une loi qui est passée en 1792 ou 93 qui faisait l'abolition graduelle de l'esclavage. Donc, toute personne qui était née en esclavage après le passage de cette loi-là l'était pendant 25 ans. Et donc, ici au Canada, ce sont vraiment selon les lieux, des moments différents dans l'histoire, mais qui finalement culminent avec l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique le 1er août 1834. Et à ce moment-là, une quarantaine de personnes sont encore en esclavage pour tout le pays. Et donc ici, puis on y reviendra aussi plus tard, il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage comparé à ailleurs dans les Amériques. Et souvent, peut-être je peux faire une parenthèse par rapport à ce nombre-là, c'est que Sophia, regarde, prends la voiture, tu vas jouer là, comme ça, ok? C'est que c'est la conciliation, travail-famille. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage ici, dans notre histoire, et ce n'est pas lié à une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Moi, j'appelle ça la théorie... Ah, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'appelle ça la théorie de l'ère magique du Saint-Laurent. Parce que il y a des historiens, des historiennes qui pensent qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens en esclavage pour cette quelconque supériorité morale. C'est pas moral, c'est pratique. Les gens ici, il fait trop froid pour faire pousser le coton, il fait trop froid pour faire pousser la canne à sucre, et ainsi avoir une économie agraire. Comme partout ailleurs, où est-ce qu'on a vu l'esclavage de plantation, dans le sud des États-Unis, dans les Antilles, au Brésil, c'est un esclavage de masse, parce qu'on avait besoin d'une forte main-d'œuvre pour faire rouler ces économies. Ici, notre économie, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est la traite des fourrures. On n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire la traite de fourrure. Généralement, les gens partaient peut-être une barque, 2 barques, qui sont 10 ou 20 personnes. Mais on va quand même utiliser des personnes en esclavage pour faire la traite des fourrures. Oui, parce que 2 tiers des personnes ici en esclavage étaient des personnes autochtones, des membres des Premières Nations. Et dans la traite des fourrures, on les utilisait comme guides, on les utilisait comme interprètes, et parfois même, on achetait des personnes au point de contact avec les Premières Nations pour ramener à Montréal, pour pouvoir être vendues, pour pouvoir être échangées. Et donc, quand je dis la théorie de l'ère magique du Saint-Laurent, ben, c'est qu'en fait, c'est pas, tu sais, dans les années 1700, des gens quittaient la France, certains allaient dans les Antilles, d'autres arrivaient ici, tout d'un coup, ils étaient changés. Comme je dis, l'ère n'est pas magique, il est frais. Vous avez pris la décision de situer le personnage de Charlotte dans la ville de Djenné, au Mali, et je vous cite.
j'ai pris la décision de la situer dans la ville de Djenné au Mali, afin que les lecteurs et lectrices puissent entrer en contact avec une vision de l'Afrique au-delà de l'image des huttes aux toits de paille colportées par l'imaginaire colonial. Pourquoi c'est important pour vous? Oui, parce que en fait, je l'emprunte, je vous l'emprunte du moins. Donc, c'est une image qui est assez familière, qui est la grande mosquée de Djenné, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis, je pense, les années 80, environ en même temps que la ville de Québec. Environ. Je suis un gars de Québec. Et parce que souvent, notamment en raison de l'esclavage, en raison de la colonisation, les gens, jusqu'à aujourd'hui, ont une image faussée de l'histoire, de l'Afrique et de son histoire. Donc, les gens s'imaginent que l'Afrique, c'est juste la jungle, que c'est juste les huttes au toit de paille, et ne s'imaginent pas qu'il y avait des sociétés cosmopolites en Afrique dans les années 1300, 1400, 1500, dans les années 1700, avec plusieurs religions, des cultures qui sont vibrantes, plusieurs langues, des gens qui ont des complots politiques, qui ont des cours, qui ont des richesses, donc pas juste une richesse monétaire, mais une richesse culturelle, spirituelle aussi. Et donc, on ne sait pas Charlotte elle est née où. Charlotte, on dit qu'elle est native de la Guinée. Mais à l'époque, pour les Européens, la Guinée ou la côte de Guinée, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. De la Mauritanie jusqu'au Cameroun. C'est 6 millions de kilomètres carrés. Et donc, il a fallu que je fasse un choix et j'ai décidé de la faire naître à Djenné pour cet aspect-là, mais aussi pour la faire naître à l'intérieur des terres. Parce que quand on dit que quelqu'un est de la côte en esclavage, ça ne veut pas dire qu'elle est de la côte. Parfois, c'est des gens qui étaient capturés à l'intérieur des terres et qu'on amenait jusqu'à la côte pour être vendus. Et ça, c'est un voyage qui était épuisant, qui était traumatique. Et donc, pour certaines personnes, ce n'était pas juste le dit passage du milieu, la traversée de l'Atlantique en bateau, mais ça commençait des mois auparavant avec la traversée du désert ou du Sahel à pied. Et donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer aussi en la faisant partir de l'intérieur des terres. Justement, elle est née en Afrique vers 1762, déportée vers les Antilles, puis vers le Canada. Mais, à part Charlotte, est-ce que vous pouvez retracer le parcours de ses confrères et consoeurs pour nos invités? Oui, donc, à partir des années 1500, suite à la colonisation espagnole et portugaise des Amériques, eh bien, les Européens ont commencé par réduire en esclavage les Autochtones, les membres des Premières Nations. Mais rapidement, il y a des gens en Espagne qui se sont... bon, là, je prends la grande route, là. Mais il y a des gens en Espagne qui se sont... ont dénoncé l'esclavage des Premières Nations, ont dénoncé les mauvais traitements, le génocide qu'il y avait en cours dans les Amériques. Et ils disaient, écoutez, on ne peut pas les réduire en esclavage. Ces gens peuvent avoir une arme. Ils ne sont pas chrétiens, mais pourraient le devenir. Et donc, ce n'est pas une bonne chose de les réduire en esclavage. Et les propriétaires terriens, à ce moment-là, c'est dans les années 1500, ils sont comme, OK, mais qui va s'occuper de nos terres? Puis ces gens-là qui défendaient les Premières Nations des Amériques, ben, ils disent, ben, en Afrique. Et on sait qu'ils n'ont pas d'armes. Okay. Et donc, on avait commencé à l'époque par prendre des Africains de la côte ouest de l'Afrique et les amener vers le Portugal, donc vers l'Europe. Et à partir des années 1550, 60, ça va s'amplifier de l'Afrique de l'Ouest vers les Amériques, avec un pic dans les années 1700. On estime qu'entre 12,5 millions et 20 millions d'Africains ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques. Entre 12,5 et 20 millions de personnes, on estime qu'environ 2 millions de personnes sont mortes lors de la traversée de l'Atlantique. Ces gens étaient transportés dans ce qu'on appelait des bateaux négriers, qui étaient des bateaux dont la cale était composée de tablettes d'environ 2 pieds de haut, où les gens étaient couchés, enchaînés. Pardon?
ne peux pas lever la tête. Ah, ok, oui. Exact. Donc, les gens sont là très longtemps, sont sortis de temps à autre pour se dégourdir. Et souvent, on obligeait finalement quelqu'un à jouer du tam-tam et on obligeait ces gens à danser sous la menace hein, des armes, des fusils, des fouets. On les obligeait à danser pour se dégourdir. Les gens qui étaient trop malades ou on les jetait par-dessus bord, les personnes mortes aussi. Des fois, les gens étaient enchaînés à des personnes décédées longuement. Et c'est ce qu'on appelait ces cargaisons étaient assurées. Et quand il y avait trop de gens qui mouraient à bord, ben parfois, un capitaine de bateau pouvait décider juste de balancer tout le monde à bord. Donc, c'est très graphique ce que je vous dis là, mais pour moi, c'est important qu'on comprenne que c'est un crime contre l'humanité. L'esclavage transatlantique est un crime contre l'humanité et c'est le plus grand déplacement de population dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ces gens sont amenés dans les Amériques pour travailler dans les champs, travailler dans les mines, travailler dans les maisons, extraire des ressources qui sont envoyées en Europe pour être transformées, du sucre, indigo, tabac, riz, or, argent, et ensuite des produits transformés comme des lingots, des étoffes, des armes, de l'alcool, des outils sont amenés en Afrique pour être vendus, pour être échangés. Exact, on échange. Et on continue dans ce qu'on appelle, ce qu'on apprend à l'école, le commerce triangulaire. Mais ce qu'on oublie de nommer souvent, quand on parle du commerce triangulaire, c'est que le commerce triangulaire a permis à l'Europe d'entrer dans la révolution industrielle au 19e siècle. C'est notamment le capital qui a été fait à ce moment-là. C'est les ressources qui permettaient de faire fonctionner les usines. Pensez aux usines de Manchester, Liverpool, fonctionnaient avec du coton au 19e siècle, qui était cultivé par les personnes en esclavage. Donc, l'esclavage transatlantique a permis le bond technologique de l'Europe au 19e siècle. Et on ne peut pas détacher finalement la position de l'Europe et de l'Occident aujourd'hui avec les 500 dernières années, notamment liées au commerce transatlantique. C'était sous le règne sage du Faman Golodiara qui avait rétabli la paix au sein du royaume Bambara. J'avais quitté Djenné aux premières lueurs de l'aube pour esquiver la chaleur, la rivière au bord de l'eau. Je plongeais et replongeais comme si mes bras étaient nageoires. En remontant à la surface, j'ai vu la peur ronger la joie. J'aurais tellement voulu pouvoir me changer en poisson, m'évader par le courant et me soustraire à l'équation. Mais j'étais là. Ils m'ont saisi les poignets, pêchés hors de l'eau, liés à un groupe qui s'éloignait. Charlotte raconte à travers ses vers les dernières joies vécues sur la terre de ses ancêtres. Elle n'avait que 12 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écrivant ces lignes? C'est assez particulier parce que il y a deux éléments qui s'entrechoquent dans ma tête quand j'écris une histoire comme ça. D'un côté, il y a l'émotion d'imaginer des scènes comme ça et quelles sont les émotions qui ont pu être vécues. Et de l'autre, il y a un côté très cartésien, très technique, de bon, quel mot je peux faire rimer avec tel mot, comment j'assemble. Donc, il y a un côté technique, un côté émotionnel qui s'entrechoque. Et justement, dans ce passage, je voulais illustrer comment est-ce que les gens, ils pouvaient partir voir un ami au village, pouvaient s'éloigner un petit peu justement de la ville, et tout d'un coup, ces gens, sans savoir, sont happés par la traite transatlantique, sans connaître les horreurs qui vont suivre. Et c'est... Attention. Et donc, je voulais un peu illustrer comment elle est partie un jour se baigner à la rivière. Et tout ça, on ne sait pas si c'est arrivé. Hein? Je sais. C'est moi qui ai inventé cette partie-là. Parce que, et je fais un détour encore, c'est que quand on veut raconter
l'esclavage, généralement, on n'a que très souvent que le témoignage ou les écrits des esclavagistes, mais peu celui des personnes en esclavage. Charlotte, c'était pas son nom, elle n'est pas née en Afrique de l'Ouest, qu'on l'appelait Charlotte. Hein? Et donc, il faut s'imaginer qu'elle avait un autre nom. Elle est née où? On ne sait pas. Mais il y a des gens qui habitaient là-bas à Djenné. Donc, pourquoi pas Djenné? Pourquoi pas d'autres endroits? Donc, elle a été capturée. Comment? Ben, j'ai décidé d'inventer. Donc, j'ai fait appel à la fiction pour remplir ces trous qui, forcément, la traite transatlantique a laissé dans notre manière de raconter cette histoire-là. Il y a une prof aux États-Unis qui s'appelle Saidiya Hartman, qui, elle, parle de fabulation critique. C'est-à-dire, on invente, mais de manière critique. Donc, ce que j'ai écrit là, j'ai pris tout ce que j'étais capable de trouver d'informations et j'ai comblé les trous avec de la fiction. Donc, il y a des inventions, mais ça aurait très bien pu se passer parce que c'est ça, assez basé sur des vérités, des faits vécus, exact. Ouais. Merci. Montréal était loin des plantations antillaises. Même le système de déshumanisation y sévissait. Pouvez-vous élaborer? Oui, et donc, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage ici. L'historien Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes en esclavage au Québec, de 1629 au début des années 1800. 4185, dont les 2 tiers étaient des membres des Premières Nations et le tiers était africain ou afro-descendant. 4185 peut paraître précis, mais ce n'est pas si précis que ça. En fait, le terme important ici est répertorié. Ce sont les noms qui ont été trouvés par cet historien qui s'appelait Marcel Trudel. Aujourd'hui, les gens estiment qu'il y a peut-être eu entre 10 000 et 15 000 personnes en esclavage ici. Mais que ce soit 4 185, 10 000, 15 000, on comprend que ce n'est pas beaucoup comparé, admettons, à Saint-Domingue, comparé à la Martinique, comparé à la Caroline du Sud, au Mississippi, au Brésil. Mais c'est assez pour qu'on comprenne que ce n'est pas une anomalie dans notre histoire, de quelque chose qui est considéré comme étant normal. Et ici, c'est un esclavage, je l'ai dit, qui était principalement domestique. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc, principalement domestique. Les gens sont dans les maisons, servent les repas, s'occupent des enfants, vont faire les courses, font les tâches ménagères. Marcel Trudel considère qu'environ 60% des gens qu'il a répertoriés étaient en milieu domestique versus 40% en milieu rural. Donc, pas en milieu domestique, en milieu urbain versus 40% en milieu rural. Donc, principalement Québec, Montréal, Trois-Rivières, Détroit. Et souvent, il y a des gens, dont Marcel Trudel et d'autres personnes, jusqu'à aujourd'hui, considèrent que puisque c'était un esclavage de maison, ben, que c'est un esclavage léger. Moi, oui, ben c'est ça. Et moi, je ne souscris pas à cette manière d'analyser l'esclavage parce que, l'esclavage, c'est l'esclavage qui est accompagné d'une déshumanisation. Et même si c'est un esclavage domestique, il y a une violence qui l'accompagne. La violence liée à la dépersonnalisation, les violences physiques, même les domestiques à l'époque étaient battus, les engagés étaient battus. À plus forte raison, une personne en esclavage dont on considère que le corps nous appartient, que ce sont des propriétés, des biens meubles. Les violences sexuelles aussi. Et au nombre de bêtises qu'on voit dans nos journaux et dans notre histoire, on comprend que c'est une réalité aussi. Et le fait de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la maison du dit propriétaire, ben, il n'y a pas de répit. Si on veut établir une comparaison, admettons, justement avec le travail de plantation, les gens dans la plantation, c'est extrêmement dur. À la fin de la journée, ils se réunissent dans ce qu'on appelle le quartier des esclaves, où toutes les personnes en esclavage habitent. Et donc, il y a un moment où tu n'es plus nécessairement sous l'œil vigilant du dit propriétaire. Je ne dis pas que l'esclavage de plantation est mieux, absolument pas. Mais ce que je tente d'expliquer, c'est qu'il y a un moment où est-ce que tu as une certaine distance avec l'esclavagiste, mais aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes crée un sentiment de communauté aussi.
Les gens peuvent s'entraider, peuvent s'épauler, peuvent se soigner, peuvent prier ensemble, peuvent faire de la musique, peuvent construire une culture commune comme on retrouve partout dans les Amériques. Pensez aux plantations dans le sud des États-Unis, pensez à la culture noire américaine, pensez justement à Haïti avec le vaudou, pensez à la santeria, pensez au Brésil, pensez à Cuba, pensez partout. Les gens ont créé de ces communautés-là, sont sortis de la musique, sont sortis des spiritualités, sont sortis des chaînes de pensée. Ici, tu as une là-bas, 2 personnes là, peut-être 3 là-bas. Il n'y a pas l'opportunité d'être ensemble. Et ça, c'est une violence en soi aussi. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'esclavage de plantation est plus facile que l'esclavage de maison, mais il y a chacun leur particularité. Un autre élément aussi que les gens utilisent, c'est dit historien, pour dire que c'est un esclavage léger, c'est qu'on n'avait pas ce que j'appelle ici les techniques terroristes de contrôle social. Comme, admettons, autre part dans les Amériques, quand quelqu'un fuyait, on coupait le pied, on coupe les parties génitales, ou on va fouetter, puis on va mettre du piment sur les plaies, des choses comme ça. Donc, on ne retrouve pas ces tortures ici. Il y a des gens qui sont battus, certainement. On ne retrouve pas ces tortures ici parce qu'on n'a pas besoin. Ces tortures, c'est fait pour contrôler ces gens. Tu sais, vous pensez à la Jamaïque dans les années 90, dans les années 1700, 90% de la population était en esclavage. 90%, contre 10% qui étaient esclavagistes. Et donc, on ne veut pas que les gens se rebellent, comme il s'est passé à Haïti. Et donc, on contrôle ces gens avec une extrême violence pour leur faire peur. Ici, la pyramide démographique est inversée, dans le sens qu'il y a plus, disons, d'esclavagistes ou de populations blanches que de personnes en esclavage. Et donc, ils ne sont pas une menace pour l'ordre établi. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas recours au fouet. Et je dis ça, mais il y a des gens qui ont été fouettés. Mais on ne retrouve pas les gens dont on coupe des membres ou des choses comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question de bonté d'âme, c'est une question pratique et utilitaire. Pour rédiger cet ouvrage, vous avez eu recours à une illustratrice, Valmo. Dites-nous comment vous êtes arrivés à travailler ensemble sur un texte aussi difficile. Quel genre de compromis avez-vous consenti? Oui, donc, Valmo s'est rencontré il y a une dizaine d'années pour un projet qui s'appelait Paroles sur image dans le festival littéraire à Québec, qui s'appelle Québec en toutes lettres, où un auteur, une autrice était pairé avec un illustrateur, une illustratrice, et j'ai été pairé avec Valmo. Et donc, le projet, c'était qu'on devait livrer un texte sur scène, tandis que la personne devait illustrer en direct le texte. Je lui avais proposé de raconter l'histoire d'Olivier Lejeune, qui est une histoire qui me fascine depuis longtemps, qui est la première personne africaine et la première personne en esclavage à vivre ici, qui est arrivée à Québec en 1629, du vivant de Samuel de Champlain. Et pour moi, c'est une histoire qui est importante parce que, justement, elle démontre une présence noire ici depuis les débuts de la colonie française, depuis les débuts de la Nouvelle-France. Et donc, on a fait ce spectacle-là et il y a eu beaucoup d'émotions. Et on nous a proposé de publier ce livre-là, ce qui est devenu Le Grain de sable, publié chez Septentrion. Et j'avais toujours... je cherche toujours des nouveaux projets, j'ai toujours des choses qui courent dans ma tête. Et je me disais à un moment donné, tu sais quoi, on va écrire l'histoire de Charlotte. Et à un moment donné, vous parliez de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Et on avait une rencontre à Halifax en 2022 et j'ai été pris à l'aéroport. Mon vol a été reporté de 2 jours. Un retard de 2 jours. Donc j'ai pris 2 jours de plus à Halifax. Et tout de suite, Charlotte est entrée dans ma tête. Et les premiers mots du livre sont entrés. Boum! Et donc là, ça y est, quand ça vient, je prends le fil et je tire. Et donc pendant 2 jours, j'ai écrit ça dans les rues d'Halifax. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup en marchant. C'est comme ça que j'écris mon rap.
Et d'ailleurs, ces livres-là sont écrits en rap, parce que c'est comme ça que je sais écrire, c'est comme ça que ma facilité vient. Et donc, j'ai écrit ça, et c'est sûr que je voulais faire ça avec Valmo, parce qu'elle, elle a une grande sensibilité aussi. Tu sais, elle me disait, écoute, moi, je veux faire avec respect, je veux pas que les gens se sentent mal en lisant le livre. Tu sais, elle voulait s'assurer, bon, écoute, les vêtements, est-ce que c'est comme ça? Les cheveux, est-ce que c'est comme ça? Jenny, et donc, tout, de A à Z, elle voulait que les gens se sentent respectés. Et donc, elle a une grande sensibilité. Et moi, j'ai dit, écoute, là, j'espère que tu sais qu'on en a encore pour au moins 10 ans, là. Donc, j'en ai d'autres en tête, je veux qu'on travaille à d'autres dans ce style-là. Et en fait, ça me fait penser, mais je m'inspire, entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, là, il y avait une série, là, tu sais, la couverture était blanche et une histoire de X ou Y. Tu avais genre Jackie Robinson, tu avais, je pense, George Washington, tu avais Louis Pasteur. C'est ça. Mais vous voyez de quoi je parle, hein? C'est ça. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, finalement, où je veux présenter des personnages afin que on puisse avoir une vision différente de notre passé. On a des livres qui sont écrits sur l'histoire de la présence noire ici, sur l'histoire de l'esclavage, mais ce sont des livres qui sont encore très scientifiques. On n'a comme pas d'entre-deux. On n'a pas vraiment d'émissions de télé, de pièces de théâtre, malgré qu'il y en a de plus en plus, mais on n'a pas ce que j'appelle ce pont conceptuel entre la recherche et la population. En faisant des livres jeunesse, ou ce que j'appelle plutôt des livres jeunesse plus, parce que pour moi c'est pour tout le monde, ben, ça permet de faciliter l'accès à cette connaissance-là. Et le pari que je veux faire, c'est, je me dis, si des enfants de 10, 11 ans lisent ce livre-là, je voudrais que dans 10 ans, dans 20 ans, quand ces gens seront adultes, cette histoire soit normalisée. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle est encore nichée. Mais je veux la dénicher, c'est-à-dire la sortir de sa niche pour que dans 10 ans, 15 ans, ben, ça soit des histoires qui font partie de nos consciences et inconsciences collectives. Donc c'est pour ça vraiment que je commence avec le livre jeunesse. Ce mois de janvier était froid de trahison. J'ai confronté Jeanne Cook et elle m'a confié « Tu as raison. Je n'ai plus d'argent et en fait, tu vaux beaucoup. Je n'ai vraiment pas le choix et je pourrais faire un beau coup. » Plus de 20 ans au service de la famille, mais demeuré bien meuble. Quelle bassesse et infamie. Une vente vers les Antilles ou encore aux États-Unis, que pouvait être la suite? Je me sentais démunie. Dans tous les cas, c'était le moment ou jamais de concrétiser l'idée qui, depuis longtemps, a germé. J'ai quitté la nuit, en plein hiver, sans rien. J'avais passé la journée à m'affairer d'un air serein. John m'avait promis qu'il allait pouvoir m'accueillir. La fuite ne fait pas peur, pouvait plutôt m'enorgueillir. La liberté. Tant de décisions qui m'appartiennent. Pas de maîtresse, pas de maître qui pourrait me prendre à partie. Charlotte a été alertée par John Tribb, un noir libre, qui deviendrait plus tard son époux, c'est ça? Alors, elle a été alertée qu'elle était à vendre par sa maîtresse fauchée. 30 ans, c'est ça qui était écrit dans le journal Gazette, Montréal Gazette, 30 ans industrieuse. On utilisait cet espace pour annoncer la vente d'un humain comme si c'était un bien meuble. C'est en fait un Kijiji. Oui, absolument. Et c'est littéralement ça, parce qu'ils étaient un peu dans ce qui étaient les petites annonces à l'époque. Dans nos journaux, la Gazette de Québec, de Montréal, on avait des... exactement, donc on avait des pages avec des choses à vendre. Et donc, tu vas avoir un piano à vendre, une propriété à vendre, et un cheval à vendre, et une personne à vendre. Il y avait deux types d'annonces dans nos journaux à l'époque, à vendre et en fuite.
Oh, en fuite Parce que aussi, les hein. gens, quand ils fuyaient, on les annonçait dans les journaux pour les retrouver. Pour les retrouver. Donc, on décrivait leur habillement, on décrivait leur physionomie, on décrivait des traits intellectuels. Des Et traits. Oui, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui étaient polyglottes. André et Kit, ils parlent anglais, français, écossais et hollandais. Oh. Ismaël parle anglais, français, allemand. Beth parle anglais, français, allemand. En raison de la différente succession d'esclavagistes qu'ils ont Ok, pu... ok. et De des leur lieux. lettre. De leur lettre. Exactement, et des lieux qu'ils ont pu visiter. Et donc, on va retrouver des annonces dans nos journaux qui vantent les aptitudes de ces gens-là. 30 ans industrieuse. Un autre, on dit qu'il connaît bien le farming business, l'agriculture. Un autre, on dit qu'il est sobre, qu'il a eu la rougeole et la variole. Ok, ok. Oh, elles sont quand même santé également. Exactement, et puisqu'ils sont désormais immunisés, c'est un meilleur investissement. Ouais. Et donc, cette annonce est publiée en janvier 1798, peu après, Charlotte s'enfuit. Donc, selon l'historien Frank Mackay, à qui je dois beaucoup. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a mis en contact avec l'histoire de Charlotte, c'est lui qui a écrit à ce sujet, en fait. Et moi, c'est comme si je traduisais un peu les recherches de Frank Mackay. Là. À chaque fois, je lui dis, ça, c'est ton livre. C'est ton livre parce que je suis vraiment parti de ta recherche. J'ai fait un petit bout par moi-même, mais c'est rien comparé à ce que lui il a fait. C'est un géant de l'histoire afro-montréalaise et il n'est jamais assez reconnu pour le travail qu'il fait. Et donc, selon Mackay, probablement que c'était elle qui était annoncée, puisqu'elle fuit tout de suite après. Et le bout que j'ai inventé, parce qu'elle va marier John Trim. Mais on ne sait pas si c'est John Trim qui l'avertit. Mais lui, on sait qu'il était déjà libre et c'est quelqu'un qui va devenir riche. John Trim, il va se lancer dans le marché immobilier et il va devenir un homme riche. Il va passer du statut de personne en esclavage à homme riche à environ une dizaine d'années. Et donc, j'ai voulu en faire quelqu'un qui aidait les personnes en esclavage, tu sais, comme quelqu'un qui lit le journal, qui dit « Ok, cette personne va être vendue, ah, elle s'est sauvée », tu sais, pour montrer une solidarité, comme il y avait autre part dans les Amériques. Ici, on ne sait pas, mais j'ai voulu en faire, parce que c'était un leader de la communauté à l'époque, et donc j'ai voulu donner ce trait de quelqu'un qui combattait l'esclavage à travers la littératie, en étant capable de lire, en aidant les gens. Ouais. Fuir demandait du courage, de stratégie. Pendant plus de 20 ans, Charlotte y songeait, mais manquait de courage. Qu'est-ce qu'il lui a donné cet élan, ce dernier-là? Et ça, c'est encore dans la fiction, mais encore une fois basé dans des vécus. C'est-à-dire que ce récit de Charlotte, j'ai voulu en faire un récit de résistance. Montrer comment les gens ont pu résister à l'esclavage, mais comment c'est pas facile non plus. Et donc, il y a un passage, justement, où je la fais se questionner, puis même, attendez, peut-être je peux le lire, parce que même, à un moment donné, elle se remet en question. Elle dit, je me disais demain, ou peut-être bien le mois prochain, mais plus je reportais et plus je me le reprochais. Était-ce par manque de courage, n'était-ce pas le bon moment? Devrais-je improviser ou prendre le temps de faire un plan? Donc, c'est pour montrer toute la complexité de la fuite, de la résistance, et comment est-ce que c'est pas acquis. Tu sais, maintenant, nous, on n'est pas en esclavage, heureusement, mais tu sais, il y a des fois, on se dit, ah, si j'étais en esclavage, je ferais ci, je ferais ça. On ne sait pas. On sait pas. Tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne sait pas. Et donc, c'est pour montrer cette complexité-là. Elle, peut-être là, bon, je devrais fuir, je veux fuir. OK, bon. Ouais, peut-être demain, peut-être le mois prochain, ou non, peut-être pas là, ou tu sais, puis là, les années passent. Et tu te dis, ben voyons, je manque-tu de courage ou pas? Qu'est-ce que je veux être libre ou pas? Donc, c'est pour montrer ce questionnement-là, cette lutte intérieure qui accompagne un processus de vie ou de mort. C'est littéralement de vie ou de mort. Si tu te sauves, on peut te tuer. Si tu restes, on va te tuer. Tu fais quoi? Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer. Parfait. C'est ma dernière question, parce qu'on va prendre notre petite pause. La fuite de Charlotte était en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'elle appelait
ce mouvement, le bal des désertions. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs autres personnes qui ont fui après elle. Ben, la particularité du cas de Charlotte, c'est que après sa fuite, elle est arrêtée. Mhm. Elle est présentée devant le juge James Monk. Monk est juge en chef du district de Montréal. Et on dit à Monk, ben voici Charlotte, une esclave, est en fuite, il faut la punir. Et Monk dit OK. Et il s'en va dans les livres de loi, puis il réalise qu'il n'y avait aucune loi en lien avec l'esclavage ici. L'esclavage n'était pas légal. C'est un esclavage de fait. Les gens le font par habitude, mais c'est pas légal. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est illégal. Il n'y a pas de loi. C'est pas légal, c'est pas illégal, il n'y a pas de loi. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est juste là. Ouais. Et donc, Monk, qui était un homme, semblerait-il, très rigoureux, dit, ben écoutez, s'il n'y a pas de loi, je ne peux pas la punir. Et si je veux la traiter comme une servante, on doit l'envoyer en maison de correction, pas en prison. Et en ce moment, à Montréal, il n'y a pas de maison de correction, que des prisons. Je ne peux rien faire. Bon, Ok. acquitté. Ok. Et c'est le visage qu'ils avaient à ce moment-là. Exactement. C'est comme ça que je les imagine. Hein? Et effectivement, Charlotte retourne dans les rues de Montréal et d'autres gens la voient, d'autres personnes en esclavage. Ils sont comme, Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Comme tu n'es pas en prison? Mais comme, non, il n'y a pas de loi. Donc, il y a Judith s'enfuit. Manuel Allen, apparemment, qui était comme, apparemment qu'il y a des Noirs qui sont libres ici. Moi, je suis libre aussi, puis il s'en va. Frank s'en va. Augustin s'en va. Robin, Lydia, Jane s'en vont. Ils sont peut-être 7 ou 8 personnes qu'on sait, parce que peut-être d'autres ont quitté, donc qui n'ont pas laissé de traces. Mais ça a créé un effet d'entraînement, ce qu'on, dans le livre, on appelle le bal des désertions, où les gens ont décidé de quitter. Certaines personnes sont amenées devant Monk. On dit, Monk, sont en fait, il faut les punir. Et Monk dit, écoutez, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Et toute personne en esclavage que vous allez amener devant moi, je vais les libérer. Et donc, on ne parle pas d'une abolition de l'esclavage pour le Québec, pour le Bas-Canada, mais d'une disparition de l'esclavage. Oh, disparaît. Et donc, ça commence à disparaître comme ça, tranquillement, parce qu'il n'y a pas de fondement légaux à l'esclavage. Et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage. Parce que comme on disait un peu plus tôt, ben, les endroits où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens en esclavage, ça a pris la Révolution haïtienne, ça a pris la guerre de sécession aux États-Unis, ça a pris des décennies de tractations parlementaires dans l'Empire britannique. Mais ici, comme je dis toujours, ça ne concerne qu'une poignée d'esclavagistes et les gens sous leur poing. Et les personnes, les esclavagistes, ne vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont demander à un député de les représenter, un député esclavagiste, pour déposer un projet de loi au Parlement à Québec pour voter un cadre légal à l'esclavage ici. Et cet homme s'appelait Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph Papineau, le célèbre patriote. Joseph Papineau possédait un homme en esclavage qui s'appelait Prince. Louis-Joseph Papineau a grandi avec un homme en esclavage chez lui. Et donc, l'avenue Papineau, qui est nommée d'après les deux Papineau, le père notaire et député, le fils politicien et chef du Parti patriote, eh bien, le père Papineau va déposer ce projet de loi à Québec, mais ça va être reporté jusqu'en 1803. Finalement, ça meurt au feuilleton, on n'en parle plus. Et c'est comme ça que l'esclavage amorce sa disparition. Merci. Ça fait plaisir.